Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième édition de notre série de webinaires Afrique Covid-19. Le webinaire d'aujourd'hui a pour titre Penser l'informel autrement. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Bertrand Assamoah, je suis associé adjoint du cabinet d'Alberg. Je suis basé à Nairobi au Kenya, mais actuellement à Abidjan, Côte d'Ivoire, en grande partie à cause de soucis causés à la crise de Covid. Pour le thème d'aujourd'hui, notre discussion sera centrée non seulement sur l'impact de la crise de Covid sur le secteur informel en Afrique francophone, mais surtout sur les changements structurels qu'il faudra apporter de sorte à lui permettre non seulement d'être plus résilient pour la prochaine crise qui se présentera, mais aussi d'utiliser ce moment où l'attention du monde et de nos décideurs est sur le secteur informel, vu l'importance qu'il a eu en termes de conséquences sur nos pays, sur nos populations pendant cette crise, pour mettre en avant des mesures essentielles qui lui permettraient de devenir un levier de croissance et un levier de création d'emplois et de bien-être social. Donc, pour aujourd'hui, comme pour la dernière fois, nos deux co-modérateurs seront Gilles Yabi, président et fondateur du think tank citoyen Wati, et Madji Sok, qui est associée à Dalberg et directrice pour l'Afrique francophone. Je vais laisser nos co-modérateurs présenter un peu plus le sujet avant de revenir vers vous avec un questionnaire que nous allons lancer pour introduire le débat. Je vais me lancer. Je vois que Gilles a décidé les femmes d'abord. Absolument. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'une thématique tellement essentielle pour beaucoup de pays en Afrique et pour nous dans pas mal de missions qu'on est en train de mener présentement. C'est une question qui revient sans cesse. Je vous donne deux exemples. On travaille en ce moment sur l'élaboration de la stratégie genre de la Banque africaine de développement. Et une grande question qui est en train d'être pensée, c'est comment intégrer les femmes dans le secteur informel pour l'accès au financement. On travaille aussi sur la stratégie d'industrialisation du Sénégal. Et bien sûr, la grande question, c'est comment est-ce qu'on intègre le secteur informel dans ces politiques. Je donne l'exemple du Sénégal, mais ce sont des questions qui sont posées à l'échelle du continent. Voilà, donc c'est vraiment avec grand plaisir qu'on va discuter de cette thématique. Nous, cabinet d'Alberg, je ne vais pas trop me peser dessus, vous nous connaissez déjà, on est cabinet de conseil en stratégie. On accompagne les acteurs dans les gouvernements, le secteur privé, les partenaires au développement, les acteurs du développement, je vais dire, dans l'intégralité, pour développer des politiques et essayer de résoudre les grandes problématiques qui se posent à nos pays pour atteindre nos objectifs de transformation économique et en même temps, quel est l'impact sur le social. C'est ce qui nous guide dans nos actions au quotidien. Donc voilà, c'est avec plaisir que je me joins à Gilles qui va se présenter pour faciliter cette discussion aujourd'hui. Merci Madji, bienvenue à toutes et à tous. C'est un bonheur de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre série Wati et Dalberg sur Covid et ce qu'on peut en tirer comme leçon. Et aujourd'hui, un débat sur l'économie informelle. Je crois qu'on le sait tous, lorsqu'on parle d'économie informelle dans nos pays en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest et du centre, en réalité, on parle de 80% au moins de la population qui travaille, qui est employée dans ce secteur dit informel. Et je dois dire qu'on avait beaucoup hésité lorsqu'on préparait cette rencontre virtuelle sur la qualification même à donner à l'économie informelle. Est-ce qu'il faut continuer à l'appeler par opposition à une économie formelle qui est en fait beaucoup plus petite ou est-ce qu'il faut la requalifier en économie populaire? Et je crois que ça va être un
des sujets de discussion cet après-midi, c'est vraiment quel est le potentiel qui réside dans ce secteur informel et comment est-ce qu'on peut vraiment en faire un moteur, pas simplement de croissance économique, mais d'amélioration du bien-être collectif dans les pays de la région. Parlant de bien-être collectif, c'est un peu la mission que Wati s'est donnée. On essaye de créer un espace de débat public informé, de qualité, sur toutes les questions qui sont les plus importantes pour le présent et l'avenir de notre région, l'Afrique de l'Ouest, et au-delà pour l'ensemble du continent africain. Et c'est pour cela donc, que Wati a été lancé il y a 5 ans. Je dois dire que c'est un vrai plaisir aujourd'hui d'avoir ce webinaire avec Dalberg parce que c'est le mois d'anniversaire de Wati. On l'a lancé le 1er septembre 2015 et on était dans les locaux de Dalberg grâce à Madji. Et comme on aime bien célébrer longtemps dans notre partie du monde, on a décidé qu'on allait fêter l'anniversaire pendant tout le mois de septembre, peut-être même au-delà. Donc, c'est un vrai bonheur d'avoir cet échange cet après-midi. Je vais peut-être présenter rapidement nos invités et les remercier d'avoir pris le temps donc, de s'associer à cette rencontre. J'aimerais saluer donc, la présence de Mariam Dao-Gabala, sénateur, je précise bien, ivoirienne, experte en financement et en microcrédit, qui a fait beaucoup d'autres choses et qui nous parle, je pense, depuis Yamoussoukro et depuis les locaux, je pense, du Sénat ivoirien. Merci beaucoup, Madame, d'être avec nous cet après-midi. Je voudrais également saluer et remercier M. Ousmane Sindiaye, qui est secrétaire exécutif de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, l'UNACOA, qui est très connue ici au Sénégal comme une organisation qui peut vraiment relayer toutes les préoccupations de la grande masse d'acteurs dynamiques de l'économie informelle et de différents secteurs d'activité. Merci, M. Ndiaye, d'être avec nous. Merci, Gilles. Merci bien. Et je voudrais aussi saluer Didier Akwete, qui est le président du groupe Afrique Search, que vous connaissez sans doute. C'est un groupe pionnier dans les ressources humaines, le recrutement notamment pour des fonctions de cadre en Afrique, et un groupe qui opère depuis différentes capitales africaines et aussi depuis Paris, et qui organise des forums depuis de nombreuses années qui mettent en lumière le potentiel économique du continent et les possibilités d'épanouissement personnel, notamment pour les Africaines et les Africains qui sont formés hors du continent. Merci Didier d'être avec nous. Je précise qu'il est aussi l'initiateur du Africa SME Champions Forum. Donc, c'est vraiment un grand défenseur des petites et moyennes entreprises et aujourd'hui des toutes petites entreprises également dont on parlera cet après-midi. Merci Didier Akwete d'être également avec nous. Merci Gilles. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc, je n'en dirai pas plus sur Wati. Je suis vraiment impatient, je pense, comme beaucoup, de vous écouter sur ce thème extrêmement intéressant. Mais je pense qu'avant de commencer par un témoignage sur une nouvelle initiative portée par l'Union africaine, il y a, je crois, un sondage. On essaiera de prendre les avis des participants également sur un certain nombre de questions. Merci beaucoup, Gilles. Effectivement, nous allons vous inviter maintenant à aller sur le site menti.com, donc menti.com. Donc, si vous regardez l'écran, vous voyez le code que vous devrez entrer. Donc, 7106181. Donc, si vous allez sur le site menti.com et que vous tapez le code 71 06 181, vous allez voir une première question à laquelle nous vous invitons à répondre, qui vise à savoir quel est le mot ou l'adjectif qui vous vient en tête quand vous pensez au secteur informel en Afrique. Et
Nous allons vous donner quelques secondes pour y répondre, pour tous y répondre, avant de passer à la deuxième question. Donc, une fois de plus, j'invite tout le monde à aller sur menti.com, taper le code 71 06 181 et répondre à la première question. D'accord. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Qui vise à savoir vos opinions sur l'efficacité des mesures prises par le gouvernement pour soutenir le secteur informel pendant la crise de Covid. Donc, on vous laisse quelques secondes de plus. Donc, les mesures prises par le gouvernement de votre pays pour soutenir le secteur informel pendant la crise de Covid ont-elles été appropriées? Très d'accord, d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord. Et nous allons maintenant passer à la troisième question. Où nous allons recueillir vos idées sur les 3 moyens les plus efficaces pour dynamiser l'informel et en faire un levier de croissance. Donc, vous avez plusieurs options. Vous pouvez en choisir jusqu'à 3. Donc, soutien financier, formation, accès au marché, transformation digitale, formalisation, couverture sociale ou autre. Donc, vous pouvez en choisir jusqu'à 3. Donc, les réponses que vous nous donnez vont permettre à nos co-modérateurs de recueillir vos opinions pour les questions clés qui seront posées à nos intervenants. Et donc, nous allons révéler les réponses juste avant justement ces questions à nos intervenants. Donc, merci à tous. Donc, nous allons clôturer le questionnaire et passer maintenant à notre tout premier témoignage qui sera de Madame Faty Nzi Hassan, qui travaille avec le NEPAD, l'ancien NEPAD, maintenant l'Agence de développement de l'Union africaine, et qui va nous présenter les initiatives les plus impactantes que l'Union africaine, au travers de leur organisation, pilote pour le secteur informel et les petites et moyennes entreprises, les micro, petites et moyennes entreprises en Afrique, surtout avec la crise de Covid qui les a fortement impactés. Donc, je laisse la parole à Mme Nzi Hassan. Merci, vous m'entendez? Oui? Yes. Oui, très bien. Okay. Oui. Merci beaucoup, merci Bertrand. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Faty Nzi Hassan, je suis responsable de la division développement du capital humain et des institutions à l'Agence de développement de l'Union africaine, aussi connue sous le nom d'Agence du NEPAD. Dans le contexte de la crise du Covid-19, nous avons commencé à regarder les impacts sous divers angles, hein, parce que vous savez que le NEPAD intervient sur tous les sujets relatifs au développement, particulièrement sur la question de la protection de l'emploi et de la protection du tissu des PME africaines. Donc, on sait qu'en Afrique, il y a aujourd'hui un peu moins de 100 millions de micro, petites et moyennes entreprises. Alors, c'est estimé entre 85 et 95 millions, dont 96%
sont des micro-entreprises de 1 à 10 personnes. On sait que parmi ces 85 à 95 millions de micro, petites et moyennes entreprises, on a 84% d'entreprises qui ne sont pas déclarées, donc qui sont globalement des entreprises du secteur informel et principalement des micro-entreprises. Au mois de mai, je pense que vous vous souvenez, en mai, on était pratiquement pour tous les pays dans des mesures de restriction de mouvement, de confinement, de lockdown, comme on dit, de fermeture des frontières. C'est le moment qu'on a choisi pour effectuer une enquête auprès de 550 micro, petites et moyennes entreprises africaines pour comprendre quel était l'impact de la crise du Covid-19 sur leurs activités. Alors, parmi ces entreprises, on a 6% qui nous ont dit qu'elles n'ont pas ressenti l'impact de la crise du Covid. On en a 20% qui ont déclaré avoir dû complètement arrêter leurs activités et 53% qui ont dû significativement diminuer leurs activités. Donc, cela nous a encouragés à accélérer la mise en œuvre de notre initiative qui s'appelle 100 000 micro, petites et moyennes entreprises d'ici 2021. Donc, c'est une initiative chapeau dans laquelle nous allons placer toutes les initiatives du NEPAD existantes et futures qui ont pour vocation de soutenir le secteur privé et les entreprises africaines. On a pour objectif de recenser toutes les micro, petites et moyennes entreprises africaines de tout secteur, de toute taille, qu'elles soient formalisées ou non, et dans tous les États membres de l'Union africaine. Nous allons proposer à ces entreprises une plateforme de services, donc les 3 piliers traditionnellement, auxquels on en rajoute un 4e dont je vais parler tout à l'heure. Les 3 piliers traditionnels quand il en vient à soutenir les entreprises, l'accès au financement, l'accès à de nouveaux marchés et le développement des compétences stratégiques. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur une plateforme digitale qui sera accessible donc à travers des appareils, smartphones, ordinateurs, mais aussi à travers des téléphones classiques via USSD. Et donc, cette plateforme digitale va servir ces deux publics. Donc, évidemment, c'est MPME d'un côté, et de l'autre côté, tous les partenaires qui voudront bien nous accompagner et proposer leurs propres services d'accès au financement, d'accès au marché et de développement de compétences. Donc, ça va depuis le coach pour les micro-entreprises qui cherchent à développer, à soutenir ces entreprises à se développer, jusqu'à des grandes organisations internationales qui ont un intérêt particulier pour soutenir, on va dire, les entreprises petites et moyennes dans le secteur des infrastructures, par exemple. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces 2 publics-là qui sont servis par cette plateforme, qui s'appuient sur les données pour proposer à chaque entreprise une palette de services qui soit personnalisée selon sa typologie. Donc, que ce soit une petite, micro, moyenne entreprise, selon sa géographie, parce qu'on a déjà des banques qui sont avec nous. Donc, si je suis, par exemple, en Côte d'Ivoire, je sais que Ecobank est partenaire et j'aurai un accès facilité aux services financiers proposés par Ecobank et par toutes les autres banques, d'ailleurs, qui seront partenaires. Donc, selon la typologie, selon sa géographie, selon sa démographie aussi, parce qu'on sait qu'on a des partenaires qui aujourd'hui sont intéressés uniquement à soutenir les entreprises dirigées par des femmes ou par des jeunes. Donc, il y aura aussi une personnalisation de cet ordre-là. Et on va aussi utiliser les données pour comprendre le comportement déjà des micro, petites et moyennes entreprises sur la plateforme. Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'elles viennent faire dessus? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Combien de temps elles restent? Pour ce qui concerne l'estimation des besoins financiers, quel est le type de besoins financiers qu'elles vont loguer dans la plateforme? La taille aussi de ces besoins financiers.
Et derrière, on va aussi, comme on l'a fait en mai, continuer à utiliser cette base de données comme un échantillon pour engager la discussion avec ces entreprises et comprendre quels sont leurs différents défis. Donc évidemment, on l'a fait dans le cadre du Covid-19, mais on peut tout à fait imaginer des enquêtes, peut-être une enquête par trimestre, où on pourrait comprendre, qu'on utiliserait pour comprendre les besoins financiers, pour comprendre les questions relatives à la formalisation, à la formation, au recrutement, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir derrière un échantillon assez représentatif pour comprendre. On parle de 100 000. Je pense qu'on va arriver à beaucoup plus que ce chiffre-là d'ici la fin 2021. Même si on reste sur 100 000, disons qu'on a un échantillon de 2000, à peu près 2000 en moyenne entreprises par pays, on se dit que c'est un échantillon assez représentatif pour sonder ces entreprises-là et comprendre quels sont les challenges auxquels elles font face et codifier les informations qu'on reçoit à travers ces enquêtes-là et les restituer aux autorités dans le cadre d'insights et de propositions pour les politiques publiques. Donc, voici les trois gros clients, en plus de nous-mêmes, de cette plateforme, les entreprises elles-mêmes, les partenaires qui ont des services à proposer et les États membres de l'Union africaine. En ce qui concerne le secteur informel en particulier, on pense que cette plateforme va nous aider à contribuer à la formalisation des micro-entreprises. Et l'idée, ce n'est pas d'utiliser cette plateforme pour leur envoyer des messages et leur dire formalisez-vous. L'idée, c'est vraiment plus de pousser la promotion de services qui sont accessibles à partir du moment où ces entreprises atteignent un premier niveau de formalisation. J'ai cité Ecobank. Ecobank est partenaire de notre première activité terrain. D'ici la fin du mois de septembre, nous allons former environ 20 000 micro, petites et moyennes entreprises. On en est déjà à peu près 7 000. Et c'est une formation d'une journée au cours de laquelle nous leur donnons des informations, des outils très concrets pour améliorer leur business tout simplement, améliorer leur accès aux finances, améliorer leur formalisation, etc. Et donc, à travers cette formation-là, par exemple, il nous a été donné l'occasion d'expliquer aux micro-entreprises qu'à partir du moment où elles sont formalisées, à partir du moment où elles accèdent à des outils digitaux de paiement et de réception de paiement et de réception de paiement, il y a une opportunité pour elles d'approcher Ecobank et d'avoir accès à des prêts bancaires courts pour financer des fonds de roulement, mais sans collatéral, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément su par tout le monde et en particulier par ces micro-entreprises. Donc pour une entreprise qui a, par exemple, des transactions pour un total de $2000 par mois, elle peut, sur la base de la liste de ces transactions digitales, approcher Ecobank et obtenir un prêt sans collatéral d'une valeur de $1000. Madame Fati, oui. Si vous le permettez, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont, je pense qu'il y a peut-être des acteurs du secteur avec nous qui, je suis sûre, ont noté ça très, très attentivement. Ousmane, je te vois envoyer un email à tout l'UNAQUA pour leur parler de cette initiative. Mais peut-être qu'on va vous revenir avec des questions plus précises par rapport à cette initiative. Je vais proposer que les participants puissent nous envoyer des questions sur l'initiative et on y répondra au fur et à mesure si ça vous va. Est-ce que je peux vous prendre juste 30 secondes pour conclure, parce qu'il y a une deuxième initiative qui vise plus particulièrement les micro-entreprises. Nous avons conçu une initiative qui vise à protéger les besoins en fonds de roulement, particulièrement en cas de choc familial et en cas de choc sanitaire. On s'est rendu compte que pour les micro-entreprises qui ont souvent du cash en main, et qui ce cash-là doit être réinvesti dans leur activité. Quand il y a dans la famille un coup dur du point de vue sanitaire, ce cash est souvent utilisé pour couvrir les frais médicaux. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des micro-assurances sanitaires
pour leur permettre donc de couvrir ces différents coups durs, que ce soit pour eux ou pour les personnes à charge. Et comme ça nous permet de les aider à protéger leur fonds de roulement et protéger leur micro-entreprise. Donc voilà, c'est une initiative ouverte. Tous les partenaires qui sont susceptibles d'être intéressés sont invités à nous rejoindre. Merci beaucoup, Madji. Merci beaucoup, ça a été très enrichissant et vous nous direz combien d'emails en plus vous recevrez pour avoir plus d'informations. Je pense qu'il y aura un intérêt très, très fort. Peut-être avant de revenir à la première réponse du Menti, Gilles, je propose qu'on passe à notre première question pour les intervenants et puis on reviendra à nos réponses. D'accord, très bien. Merci, Madji. Merci encore, Madame Hassan. Je pense que c'était très bien aussi de commencer cette discussion sur une note positive, sur celle d'une initiative portée donc, par l'Agence de développement de l'Union africaine. Alors, on va passer au débat tout de suite et je vais peut-être commencer avec Madame Gabala en Côte d'Ivoire avec une question au fond sur l'impact de la crise sanitaire sur l'économie informelle. Et peut-être un accent particulier sur les femmes, les acteurs du monde agricole. Comment est-ce que ces acteurs se sont adaptés et en prenant l'exemple de la Côte d'Ivoire que vous connaissez très bien et en particulier aussi du réseau des femmes qui sont extrêmement actives dans le domaine agricole en Côte d'Ivoire. Merci Gilles. Bonjour à tous de Yamoussoukro. Avant de répondre à ta question, je voudrais te prendre au mot puisqu'on parle de penser l'informel autrement. Et je voudrais que nous puissions oser, à travers ce webinaire, penser autrement. Alors, penser autrement comment? D'abord, dans son intervention, je ne sais pas si c'était toi, oui, je pense que c'est toi qui avais parlé de renommer le secteur informel. Et je voudrais que nous puissions oser le faire maintenant, puisque nous voulons repenser ce secteur informel. Pourquoi? Parce que le secteur informel nous ramène essentiellement à une question de fiscalisation, donc paiement de taxes. Ça nous envoie dans l'imaginaire aussi de quelque chose qui n'est pas bien organisé, mais ceux qui sont dans le secteur informel savent qu'ils sont organisés. Et ce n'est pas forcément positif, alors que nous voulons impulser quelque chose de positif à ce secteur. Et je voudrais que nous puissions la renommer, on trouvera bien, soit en termes d'économie populaire. Pourquoi? Parce que, comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Fatih, c'est une économie qui absorbe 80% de la population. Donc c'est une économie qui est populaire, c'est une économie qui est dynamique, c'est une économie qui a une capacité d'adaptation extraordinaire. Et puis, c'est simplement un secteur populaire. Alors, je voulais donc qu'on ose déjà commencer par parler peut-être de quelque chose de plus positif en l'appelant secteur, non, je dirais plutôt économie. Économie. Alors, économie populaire. Alors, on parlait tout à l'heure, pour parler de l'impact de la crise sanitaire, je voulais l'aborder sous deux angles. Le premier angle, c'est d'abord avec le regard du chef d'entreprise ou de l'entreprise. Je pense que devant le confinement et, comment est-ce qu'on l'appelait déjà, le couvre-feu, l'interdiction de rassemblement, dans un secteur qui est en fait un secteur de survie, le premier impact qu'on a vu, ça a été des tensions de trésorerie extrêmes pour ces personnes, en fait, qui vivent au jour le jour. Et évidemment, ces tensions de trésorerie étaient liées évidemment à la baisse drastique de la demande, mais aussi comment est-ce qu'on dit, à l'approvisionnement, puisque les routes étaient fermées. Si je prends le cas d'Abidjan, Abidjan était relativement en vase clos. Deuxième conséquence a été la cessation d'activité. C'était pas tant dans le secteur du tourisme, dans le secteur des maquis, etc., mais pensez simplement dans le secteur des services, pensez aux réparateurs, ça a été, je dirais, presque une hécatombe. Je pense plus de 40% ont dû cesser leur activité pendant cette période. Et qui dit cessation d'activité dit en même temps chômage.
Alors, le chômage, dans un secteur prioritairement journalier, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur les familles, etc. Donc, je dis souvent que quand on est en mode survie et que provient la crise, alors on passe en mode agonie. Parce qu'on n'est plus en mode de survie, on est vraiment en mode agonie. Alors, sur l'impact sur les entrepreneurs eux-mêmes, le premier élément, c'est que beaucoup ont dû puiser sur leurs maigres épargnes. D'abord pour survivre, ce n'est pas encore pour relancer l'activité, c'est pour survivre. Et beaucoup, sinon la majorité, sont restés figés par la crise. C'est tout ce qui concernait un peu l'absence de perspective. Perspective, qu'est-ce que je vais faire demain? Comment je vais me réorganiser? Et c'est aussi des perspectives par rapport aux nouveaux enjeux économiques induits par la crise. Je veux tout simplement vous donner un exemple. Les couturières au niveau d'Abidjan. Et je me rappelle ma couturière qui m'envoie un message qui dit « Je ferme l'entreprise parce que je ne peux plus payer le personnel et puis il n'y a pas de clients. » Et je lui pose la question « Mais pourquoi tu ne reconvertis pas tes machines pour fabriquer des masques? Puisqu'on en a besoin et il n'y a pas de masques, il n'y a pas encore de livraison. » Elle me dit « Ah oui, c'est possible. » Mais ça veut dire qu'elle n'avait même pas pensé à reconvertir son activité pour s'adapter aux besoins. Donc, beaucoup ont été figés et n'ont pas réussi à se réadapter à l'environnement. Je prends les agricultrices, elles ont le moins souffert. Elles ont le moins souffert, pourquoi? Les agricultrices de produits vivriers. Pourquoi? Parce que c'est une agriculture chez nous, heureusement, qui est déjà bio. Donc, même s'il n'y avait pas d'intrants, le village et les zones rurales n'étaient pas sous embargo ou sous confinement. Donc, elles ont réussi à continuer à produire et je pense que c'est ce qui nous a aidés à passer la crise. Maintenant, je voudrais passer maintenant à l'impact positif. Il y en a beaucoup. Le premier, celui qui m'a frappé, l'ingéniosité s'est développée. En tout cas, sur Abidjan, il y a eu beaucoup d'ingéniosité. Je vous assure, on est passé des masques en tissu aux masques transparents. Ça foisonnait d'ingéniosité pour permettre aux gens de s'adapter. Et je trouve que ça, c'est un très bon point sur lequel on pourrait bâtir pour aider les petites et moyennes entreprises à s'en sortir. Ça a été aussi un accélérateur d'innovation. Qu'on le veuille ou non, celles qui n'ont pas fermé ont dû s'adapter. Vous prenez simplement les maquis et les restaurants. Puisqu'ils n'étaient pas ouverts, on a le phénomène de livraison à domicile qui s'est développé avec le système de Glovo. Je trouve que c'est parfait parce que des entreprises qui ont réussi à se développer. Je voudrais souligner aussi la préférence locale. Vous savez, quand vous êtes sous embargo, que vous ne pouvez plus importer, vous êtes obligé de consommer des produits locaux. Et je pense que ça nous a permis de redécouvrir la qualité de nos produits locaux et la qualité du fabriqué, je dirais, made in Côte d'Ivoire. Et je pense que la conséquence de ça, pour moi, c'est que ça a renforcé la confiance, non seulement des entrepreneurs, mais aussi des consommateurs. Un autre impact positif, c'est la crise a été, à mon avis, un accélérateur de transformation digitale. Parce que beaucoup ont dû s'y mettre. Mais je ne trouve pas assez parce que malheureusement, dans les 5 années à venir, la moitié des métiers vont être transformés et on n'aura plus besoin d'autant de personnel. Et je pense que notre rôle aussi, ça va être d'aider ces entreprises-là à le faire. Alors, je voudrais terminer en donnant juste un enjeu. L'enjeu aujourd'hui pour le secteur de l'économie populaire, c'est vraiment la transformation digitale et la capacité à s'adapter aux nouveaux enjeux, aux nouvelles demandes, aux nouvelles manières de se financer, aux nouvelles manières de se fournir. Donc, je voulais terminer un peu sur cette note-là positive et dire que devant ces enjeux-là, évidemment, les gouvernements ont réagi. Maintenant, c'est à voir, est-ce que la réaction était celle qu'il fallait pour permettre à toutes ces entreprises-là qui ont dû fermer de redémarrer
tranquillement. Aujourd'hui, je suis à Yamoussoukro, il y a encore beaucoup de maquis qui sont fermés. À Abidjan, il y a beaucoup qui n'ont pas réussi à se relever. Donc, il y a peut-être un travail à faire là. Pour moi, l'enjeu n'est pas d'abord fiscal. L'enjeu, c'est d'abord d'aider ces entreprises à reprendre leur rôle dans la mesure où c'est une économie qui est populaire et qui bâtit vraiment sur de l'emploi journalier. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup, Madame la sénateur. Il y a un participant qui demande si on dit sénateur ou sénatrice. Je précise que vous préférez sénateur. Yes. Merci parce que je pense que vous avez déjà touché du doigt des questions essentielles sur lesquelles on reviendra, notamment dans le troisième temps de cette discussion. Ça me permet peut-être de dire aux participants justement que cette conversation aura lieu en 3 temps. Là, on a une première question sur l'impact et l'adaptation. On en aura 2 autres et la dernière va être vraiment la plus importante parce qu'on va se concentrer sur les pistes, sur ce qu'il faut tirer comme leçon de cet épisode pour construire une nouvelle économie populaire. Je voudrais peut-être juste, avant de demander donc la réaction donc de M. Ndiaye et de Didier Akwete par rapport à ce que vous avez dit, relever que vous avez parlé aussi de survie. Et je vais leur demander aussi, est-ce que l'économie populaire, est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier qu'elle est très diverse et qu'il n'y a peut-être pas seulement des gens qui sont dans le mode survie et qu'il y a aussi beaucoup finalement d'acteurs économiques informels qui en réalité sont pas du tout proches du seuil de pauvreté et gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est une question que je pose aussi donc à M. Ndiaye et à Didier Akwete, en vous demandant votre réaction peut-être sur les propos de Mme Gabala, et réaction très courte parce que vous aurez l'occasion d'avoir plus de temps lors des 2 prochains temps de la discussion. Donc peut-être M. Ndiaye. Merci beaucoup, merci. Je saisis cette occasion pour m'associer aux remerciements formulés à votre endroit et me réjouir de participer à ce panel. Je suis très satisfait de l'analyse que Mme Gabala vient de nous faire. Je pense que c'est une analyse qui correspond exactement à la réalité de ce que le secteur informel a vécu comme difficulté. Mais pour répondre précisément à votre question, oui, effectivement, il y a certains pans du secteur informel qui ont pu s'en sortir, et même certainement haut la main. J'insiste sur le segment du transport livraison qui a explosé, qui a vu le marché multiplié quasiment par 3 ou 4. C'est aussi le cas au Sénégal, parce que dans le cadre du confinement, il était extrêmement difficile, effectivement, face aux mesures barrières qui étaient édictées aux populations, de vaquer à nos occupations, donc d'aller au marché ou de pouvoir commander des vivres. Mais je pense également qu'il y a une certaine catégorie de commerçants qui se sont frottés les mains également en ce qui nous concerne ici au niveau du Sénégal. C'est d'abord le cas des importateurs et des grossistes, n'est-ce pas, qui ont en charge l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. Certainement que j'y reviendrai, parce que durant le début de la pandémie, le gouvernement du Sénégal a pris un certain nombre de mesures, dont l'une des plus urgentes était d'aider les populations en vivre. Et cette importante commande de vivres avait été faite auprès des commerçants et des importateurs du pays. Donc globalement, oui, je sais que les commerçants, une bonne partie des commerçants ont pu tirer leur épingle du jeu, y compris également les livreurs-transporteurs, mais pour l'essentiel, les autres activités de transformation des femmes, de jeunes, des tabliers dans les commerces, des artisans, que ce soit des menuisiers ou des bijoutiers, ont fortement souffert justement de cette situation. Merci beaucoup. Je vous relance juste, par exemple, sur les livraisons. Effectivement, elles ont beaucoup prospéré partout dans la région. Est-ce que ce sont des entreprises qui se sont formalisées? Est-ce que ce sont des entreprises nouvelles? Et est-ce que, à votre avis, la plupart sont enregistrées? Ou est-ce qu'on a aussi, disons, des livreurs un peu qui se sont improvisés et qui ne sont aujourd'hui peut-être toujours pas formalisés, mais qui ont lancé une nouvelle activité à la faveur de la crise? J'ai personnellement constaté 2 dynamiques qui se sont dessinées. Il y a un premier groupe d'entreprises constitué de start-up qui ont pu, en un temps record, grandir considérablement.
et se fortifier. Aujourd'hui, ce sont des PME en bonne et due forme qui ont pu renforcer leur parc automobile et également leur logistique de livraison ainsi que les infrastructures de stockage. Par contre, également, il y a les livreurs informels qui sont sur scooter, qui ont bien profité de l'occasion pour faire la jonction et les liens entre les pâtisseries, les boulangeries et les domiciles, y compris également les fast-foods. Donc, une bonne partie de la livraison informelle, ça l'est bien tiré. Mais pour l'essentiel, ceux qui ont pu gagner le jackpot, ce sont vraiment les startups qui, au départ, avaient une bonne vision et s'étaient bien préparés en conséquence. Merci beaucoup. Merci pour la réaction à nouveau très, très rapide, mais très, très intéressante, très utile. Didier Akwete, peut-être une réflexion sur ce qu'on a entendu jusque-là? Effectivement, bonjour Gilles et bonjour à tous. Effectivement, Madame Gabala a bien décrit la situation. Peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que les fameuses mesures d'accompagnement économique qui étaient tant espérées, annoncées par beaucoup de gouvernements, n'ont pas bénéficié au secteur privé en général et encore moins au secteur qu'on dit informel. Et Madame Gabala fait bien de dire que c'est l'économie populaire ou je dirais même la primo-économie parce que c'est la première économie. Et primo veut dire premièrement, on commence généralement par l'informel, qui n'est pas, c'est vrai, une particularité africaine. En Asie, on est sur du 60%, même en Europe, on est sur du 15 à 20%. Simplement, dans nos pays, et comme on discute de cette période de Covid, il aurait été intéressant, justement, dans le cadre de ces mesures d'accompagnement, d'offrir des incentives aux entreprises secteur informel. Et la question de savoir si certaines se sont formalisées, je ne vois pas l'intérêt de se formaliser si ce n'est pas pour bénéficier d'un service public, pour bénéficier d'un prêt, pour bénéficier d'une subvention. Et nous avons eu à conduire des expériences dans le passé dans des pays où l'incentive pour qu'une entreprise informelle se formalise, c'est qu'on lui dit d'abord, les formalités sont extrêmement facilitées, on ne va pas venir t'embêter pour des taxes ou des impôts, donc tu as une sorte de taxe free pendant quelques années, et puis surtout, on va te permettre d'accéder au système financier traditionnel qui peut t'accompagner. Et sur cette expérience où une centaine d'entreprises qui étaient informelles sont rentrées dans le dispositif, elles se sont formalisées parce qu'il y avait une carotte qui leur permettait de se développer plus rapidement. Donc, s'il n'y a pas de solutions intéressantes proposées aux entreprises de l'informel, elles ne se formaliseront pas. Et dernier point, effectivement, on avait même des entreprises qui faisaient de la production, donc qui transformaient, qui étaient dans l'informel et qui faisaient des centaines de millions de chiffres d'affaires. Et on s'est dit, mais pourquoi vous n'êtes pas formalisé? Parce qu'on a commencé petit et au fur et à mesure, le business tournait. On n'a pas voulu faire la démarche. Et donc, les tailles sont très différentes du petit tailleur au semi-transformateur. Merci beaucoup, Didier. Alors, je précise que incentive, c'est incitation. C'est la carotte. C'est la fameuse idée de la carotte. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà… Alors, il y a quelqu'un qui veut intervenir? En fait, oui. Oui, madame. Je voulais revenir, puisqu'on est dans un système de pensée autrement. Je vois qu'on parle beaucoup de formalisation. Mais en fait, les acteurs du secteur informel ne sont pas aussi informels que ça. Les femmes du marché, elles sont bien répertoriées, elles payent leurs patentes. Le vulgarisateur, il est répertorié. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Beaucoup sont formalisés. Peut-être qu'ils n'ont pas des états financiers parce qu'ils n'en sont pas capables, mais ils sont formalisés. Et moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé avec les hommes et les femmes de ce secteur-là. Je peux vous dire qu'ils sont formalisés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par formaliser? Dire qu'ils ne payent pas des impôts, mais je pense que l'État a su tirer profit de cela. Peut-être qu'ils ne payent pas le BIC, mais ils payent beaucoup de patentes. Donc, c'est pour ça que si on change de vocabulaire, on sera beaucoup plus innovant à trouver des solutions qui répondent vraiment au secteur. Donc, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas la formalisation, c'est la durabilité. Aidons ces entreprises à être des entreprises durables. Et à partir de ce moment-là, elles seront capables de payer beaucoup d'impôts. Merci beaucoup. Mais je pense que vous posez là aussi la question vraiment de définition. Qu'est-ce qu'on entend par
par économie informelle. Et j'allais vous demander, ces hommes et ces femmes, par exemple en Côte d'Ivoire que vous connaissez, est-ce qu'elles ont une carte par exemple, de commerçants ou de commerçantes, ou est-ce qu'elles payent juste la patente, mais sans avoir, disons, une existence en tant qu'entrepreneur dans tel ou tel secteur? Parce que je crois que c'est peut-être ça qui fait la différence entre ce qu'on considère comme étant formalisé ou pas. OK, la distribution des cartes passe en fait par les fêtières. Mais sinon, chaque commune a répertorié l'ensemble de toute personne exerçant une activité sur son territoire. Même la femme qui a une tablette au bord de la route, elle est répertoriée et elle a sa patente qu'elle paye. Et chaque année, elle paye une patente à la mairie. Et elle paye même des taxes à la mairie pour pouvoir utiliser sa table tous les jours. C'est pour ça que je dis, quand on dit formalisé, informel, c'est comme si elles n'étaient pas connues. Elles sont connues et répertoriées, en tout cas en Côte d'Ivoire, au niveau de la commune. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont informelles? C'est ça la question. Alors, juste pour finir sur ça, mais je trouve que c'est très important pour la discussion, toute celle qui vient après. Monsieur Ndiaye, est-ce que c'est vrai aussi pour le Sénégal? Est-ce qu'on répertorie de manière assez précise tous les acteurs qui sont dans les quartiers, qui vendent des choses? Est-ce que c'est le cas aussi au Sénégal? Mais absolument, c'est à peu près la même réalité dans nos États. Le secteur informel dans les quartiers, pour l'essentiel, les acteurs qui évoluent dans les marchés, nourrissent et financent le fonctionnement de nos collectivités locales. Et ça, c'est évidemment important. Donc, je pense qu'effectivement, ils sont tous répertoriés parce que le collecteur des patentes sait qui est qui au niveau du marché et qui occupe quelle place. Même s'il arrive qu'on soit en face à de grands événements comme ceux liés à la tabaski, à la qualité, etc., et que le marché s'élargit aux autres ruelles du quartier, les contrôleurs des communes passent partout ailleurs. Donc, ces bases de données existent parfaitement, c'est clair. Mais je voudrais revenir rapidement sur la qualification informelle et la perception que les gens en ont. C'est que le seul fait de se répertorier, à mon avis, ne suffit pas. C'est d'abord une question de mentalité. Chez nous, généralement, tous ceux qui sont installés au sein des quartiers sont considérés comme des acteurs informels. Quand bien même on aura fait toutes les formalités, s'enregistrer au niveau du registre du commerce, disposer de son INEA, disposer d'un compte bancaire et faire un minimum de comptabilité. Donc, c'est une perception générale voilà, que les gens partagent globalement et qui relève plus ou moins d'un état d'esprit voilà, qui justifie. Mais quand dans un pays, c'est ce même secteur qui nourrit le pays entre les activités d'importation et de production, quand dans un pays, c'est ce même secteur qui habille les populations, parce que tout le segment de la confection couture d'artisans, on va dire traditionnels, de tailleurs traditionnels. Donc, je pense que le secteur informel correspond à une réalité qui est là. Je pourrais même donner un autre exemple. L'une des entreprises les plus riches du pays et de la sous-région, qui est une entreprise de téléphonie, je ne voudrais pas la nommer, tire 85% de son chiffre d'affaires de ses transactions de recharge téléphonique avec le secteur informel. Et à ce titre, j'ai des membres qui occupent jusqu'à la microdistribution au sein des quartiers et les gens brassent énormément d'argent, beaucoup de milliards. Donc, je pense que c'est une perception, c'est un état d'esprit qui malheureusement a gagné la manière de voir et la manière de faire. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Madji, peut-être pour le sondage Menti ou pour enchaîner avec la deuxième question. Merci beaucoup, Gilles. Une conversation très, très, très intéressante. Beaucoup de questions me viennent à l'esprit. J'espère qu'on va laisser assez de temps quand même pour, à la fin, prendre les questions des participants. Bertrand, tu veux partager les réponses qui ressortent du Menti? On est prêt pour ça? D'accord. Nous allons montrer les résultats de la première question.
Et effectivement, on en revient à comment on définit l'informel. Est-ce qu'on doit vraiment parler de secteur informel ou d'économie populaire ou utiliser d'autres termes plus positifs? L'une des raisons pour lesquelles on a voulu poser cette question, c'était justement pour voir quelle est la perception généralement de l'Africain moyen sur ce concept d'informel. Et le mot qu'on voit qui a été le plus utilisé, c'est désorganisé. Donc, on voit désorganisé, on voit risqué, vulnérabilité. Donc, beaucoup de mots à connotation négative, structuration faible, etc., pauvreté. Mais quand même quelques mots positifs. Donc, je vois économie populaire, majoritaire, effectivement, entrepreneuriat dynamique. Et c'est sur ces derniers mots-là, je dirais qu'on aimerait non seulement que cette discussion-là, mais que l'ensemble des acteurs qui traitent des questions liées à l'économie populaire ou informelle se concentrent pour qu'elle soit plus une source de solution que vue comme une source de problème, vu l'importance qu'elle occupe dans nos sociétés. Merci, Madji. Donc, on va passer à la deuxième grande question du débat aujourd'hui. Non, on va pas montrer les résultats pour le moment. On va faire la même chose après la deuxième partie. Donc, Madji, tu peux y aller pour la deuxième question. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Bertrand. Et en effet, je pense que le Menti, par rapport à tout ce qui a été dit, comment avoir une perspective, je vais dire, plus positive du secteur. La question se pose. Donc, on va essayer d'aller très rapidement à la question 3, qui porte plus sur les solutions. Mais avant ça, très rapidement, on voulait quand même vous demander, vous poser la question sur laquelle, Didier, tu as commencé à y toucher un peu. Mais pour voir, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises par les gouvernements pour protéger les travailleurs de l'informel. Et d'après ce que vous avez pu observer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Déjà pour nous donner quelques idées, quelques pistes pour arriver à des stratégies et des solutions plus positives. Et est-ce que vous avez vu des innovations? Je pense que certaines ont déjà été mentionnées par Madame le sénateur, des partenariats avec le public, le privé, la société civile, pour aider à contribuer à protéger les travailleurs de l'informel. Donc, très rapidement, peut-être Ousmane, on peut commencer par toi, ensuite on aura les autres réactions par rapport pour cette question. Merci Madji, merci beaucoup. Je suis ravi de reprendre la parole. Est-ce qu'il y a eu des mesures gouvernementales pour protéger les travailleurs du secteur informel? Il y en a eu quelques-unes, mais pour l'essentiel, les mesures les plus fortes ont été adressées à l'attention du secteur privé formel. Je veux parler d'abord des mesures d'ordre fiscal, donc qui sont un ensemble de facilités accordées aux entreprises, n'est-ce pas, pour des remises d'échéance et également pour des facilités de déclaration. Mais en réalité, le secteur informel n'a pas pu en profiter. Pour ce que j'en sais en tout cas, le secteur informel du commerce, qui est le plus gros au Sénégal, n'a pas pu en profiter convenablement. Par contre, sur la mesure directe que le gouvernement a prise tendant à soutenir les populations directement en leur donnant des vivres, oui, je pense que c'est une mesure qui a dû impacter le secteur informel et qui a pu lui permettre justement de se tenir à l'écart des activités pendant quelques semaines, pendant quelques 2 ou 3 semaines. Il y a eu des mesures de soutien financier directes et indirectes qui ont été prises par le gouvernement. La première génération de mesures a été l'enveloppe que le ministère du Développement durable a mis à la disposition des organisations de femmes. Elle n'était pas suffisamment consistante, mais j'ai eu connaissance de quelques organisations, dont le mouvement des femmes de l'UNACOIS, qui a pu bénéficier de cette enveloppe-là. Mais le gros de la troupe, en réalité, n'a pas pu accéder
parce que comme nous le savons de manière évidente, il n'y a jamais suffisamment de ressources dans nos pays pour appuyer tout le monde. Et enfin, il y a les mesures de soutien indirect, les 200 milliards que le gouvernement avait placés auprès du secteur bancaire, là pour accompagner les demandes de remise d'échéance de crédit pour ce qui est des entrepreneurs et des industriels et par la pandémie. Là également, une évaluation qu'on a faite de concert avec la Banque centrale nous a montré effectivement qu'il y a eu dans le secteur du commerce, n'est-ce pas, quelques 5 à 15% des acteurs qui ont pu en profiter. Mais globalement, je n'ai pas eu de connaissance ou de mesures spécifiques prises par le gouvernement pour soutenir justement le secteur informel. Dans ce cadre-là, j'allais oublier d'ailleurs le secteur du transport qui a fait également l'objet d'appui. Le gouvernement a pris quelques mesures pour appuyer directement du point de vue financier jusqu'aux transporteurs, que ce soit le transport urbain ou le transport interurbain. Mais en réalité, est-ce qu'il y a eu une génération de mesures gouvernementales dont l'objectif spécifique était de venir en appui au secteur informel? J'en ai pas eu connaissance au Sénégal. Mais par contre, au sein de nos organisations, les gens ont essayé de rebondir et de voir dans quelle mesure nous pouvions nous ajuster dans le cadre des partenariats divers et variés que nous avions avec quelques partenaires de la place. Et je voudrais citer l'expérience que nous avons vécue avec Ecobank et nous continuerons justement de vivre. Parce que la pandémie, quand elle est intervenue au mois de février, a plus ou moins occasionné l'arrêt systématique de toute l'activité, on va dire, de distribution de services financiers que nous avions commencé avec Ecobank. Et pour ça, je voudrais rappeler que nous avons un accord de partenariat avec Ecobank qui voudrait que la banque mette à la disposition des entrepreneurs du secteur informel d'abord des services financiers destinés au renouvellement des stocks, puisque en majorité, c'est des commerçants, d'une part, et d'autre part, de nous donner la possibilité, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de digitalisation, de voir comment est-ce qu'on peut organiser un réseau de distribution de services financiers dans les marchés, dans les lieux de commerce et également dans l'activité avait été je ne sais pas si c'est à mon niveau, on a perdu Ousmane. Je pense que c'est un problème de réseau. De connexion. Oui, bon, on va. Ousmane, tu nous as rejoint? Oui, je suis là. Moi, je vous entends bien. Ok, on t'a perdu à la dernière minute, mais je pense qu'on a entendu l'essentiel. Merci beaucoup. Et ça me permet peut-être de rebondir avec une question pour Madame le sénateur. Vous avez parlé tout à l'heure c'est un secteur qui nous semble peu organisé, mais en fait qu'il est très fortement. Parfois, quand on y entre, on voit que c'est même, je dirais, mieux organisé que le secteur privé formel, de ce que j'observe parfois. Et on entend des initiatives qui sont prises par ce secteur ou cette économie populaire, comme vous l'avez appelé. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il faut même s'attendre à un appui du gouvernement ou est-ce qu'on doit, dans la même lignée, penser ce secteur autrement? Est-ce qu'on devrait s'attendre à un appui des gouvernements? Est-ce qu'on devrait juste réfléchir à comment on appuie ce secteur de manière différente? Merci Madji. Je pense que l'État a un rôle de facilitateur et je pense qu'on ne peut pas exclure la participation de l'État, mais il faut que cette participation soit ciblée. Je donne juste un exemple par rapport aux mesures. En Côte d'Ivoire, il y a eu 4 fonds. Le premier fonds, c'était un fonds humanitaire, donc de solidarité en direction des femmes, des familles les plus démunies, etc. Donc, ça a consisté à des transferts d'argent, à des paniers de la ménagère
ou alors à la prise en charge de l'électricité. Mais ça, c'est vraiment humanitaire. Il y a un fonds pour les PME et les micro-entreprises. Mais évidemment, pour pouvoir accéder à ce fonds, il faut présenter des états financiers, il faut pouvoir démontrer qu'on a eu des difficultés avec la crise, ce qui n'est pas forcément à la mesure de beaucoup d'acteurs de ce secteur de l'économie populaire. Donc aujourd'hui, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas, on devrait adapter nos critères pour vraiment rejoindre ces personnes là où elles sont. Donc c'est un enjeu pour tous ces fonds qui sont créés. Ensuite, il y a eu le fonds pour les grandes entreprises. Et je veux dire pareil, beaucoup ont pu en avoir. Il fallait démontrer évidemment qu'on est à jour de ses impôts, etc. Personnellement, je ne remets pas en cause ces fonds, mais c'est d'abord leur accès et deuxièmement leur destination. Comme je dis, beaucoup de micro-entreprises ont du mal à redémarrer parce que le fonds qu'ils avaient, ils l'ont utilisé pour la survie et c'est peut-être de les refinancer pour qu'elles redémarrent. Un maquis qui ne démarre pas, je veux dire, c'est simple, ça peut se retrouver, ça peut se reconnaître. Il faut les aider en fait à pouvoir avoir accès aux fonds. Les fonds existent, mais est-ce qu'ils répondent vraiment aux besoins de redynamisation ou de redéveloppement des secteurs? C'est là où la question se pose. Pour l'instant, il y a des entreprises qui y ont accès, mais malheureusement, ce n'est pas encore la majorité. D'accord, merci beaucoup, merci. Gilles, je vais proposer qu'on passe à la troisième question et comme on va commencer avec Didier, j'aimerais vraiment qu'on laisse assez de temps pour les questions des participants juste après la troisième question. Donc, à toi. Merci beaucoup, Madji. Alors, je ne sais pas si Bertrand voulait partager quand même les résultats juste de la question, la deuxième question, oui. Du sondage. Oui, on peut passer rapidement au résultat de la deuxième question, qui est liée à la question qui a été posée par Madji à M. Sindiaye. Donc, les mesures par les gouvernements de nos pays ont-elles été appropriées et efficaces? Donc, la grande majorité ont choisi les réponses pas d'accord et pas du tout d'accord, ce qui montre bien qu'il y a une frustration ou si on peut utiliser ce mot, une frustration avec le manque d'efficacité des mesures prises par nos gouvernements vu l'importance de l'informel dans nos pays. Et on l'a entendu par les commentaires de nos intervenants qu'il y a eu des mesures prises, mais la plupart touchaient surtout le secteur formel. Il y a eu très peu de mesures dont le but était principalement de viser le secteur informel, malgré, une fois de plus, son importance. Donc, effectivement, un grand écart ici sur lequel il faut qu'on réfléchisse, mais pas seulement pour les gouvernements, mais aussi pour les autres parties prenantes de nos sociétés, de nos économies qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice à travers des solutions novatrices ou des partenariats auxquels nous n'avons peut-être pas encore l'habitude. Donc voilà. Merci Jules, tu peux reprendre la parole. Merci Bertrand. Alors oui, on va passer directement au troisième temps, parce que le temps passe toujours trop vite. Troisième temps, mais qui est vraiment le plus important et on voulait prendre justement le temps de l'approfondir et aussi donner la possibilité, disons, aux participants de poser des questions. Je vois qu'il y en a déjà, disons, qui nous arrivent. Alors, ce troisième temps, c'est pour discuter au fond de l'après. Enfin, mais l'après, il faut le mettre en œuvre maintenant. C'est comment est-ce qu'on dynamise cette économie populaire? Quelle est la place qu'on donne à cette économie populaire dans les plans de relance économique? On a beaucoup de gouvernements dans la région qui ont annoncé des plans de relance à coups de milliards. Quelle est la place qu'on accorde à cette économie populaire dans les plans de relance qui sont annoncés, qui ne sont peut-être pas encore vraiment détaillés? Et quelles sont vraiment les mesures que vous pouvez proposer du point de vue, disons, de votre connaissance de cette économie populaire? Quelles sont les mesures que vous souhaiteriez voir les gouvernements prendre dans ces plans de relance économique concernant donc cette économie populaire?
Et je vais poser la question d'abord à Didier Akwete et souligner aussi la question de la formation. Je crois qu'il y a quelques-unes des questions qui abordent déjà cet aspect. On a beaucoup parlé de financement, mais il y a aussi une vaste question qui est celle de la capacité d'innovation, de créativité, de développement des activités dans l'économie populaire et qui a sans doute à voir aussi avec la formation. Donc, Didier? Oui, effectivement, Gilles, je crois que on peut regarder cette question sous 3 angles. Il y a un angle qui est celui de la formation, donc de la capacité technique, un autre angle qui est l'angle financier, et puis un angle plus général qui est l'angle économique, c'est-à-dire production de richesses et surtout performance économique. Sous l'angle formation, il faut savoir que plus de 80% des personnes qui travaillent dans l'informel ou l'économie populaire ou la primo-économie, ce sont des gens qui sont formés sur le tas, donc à qui il manque des aptitudes techniques. Je prends l'exemple souvent du réparateur automobile, du garagiste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des voitures, c'est beaucoup d'électronique. Et malheureusement, beaucoup de mécaniciens n'ont pas la compétence ni la formation pour utiliser d'abord le matériel, investir dans le matériel. Et donc, finalement, on se rend compte qu'il leur manque une capacité technique parce qu'ils ont été formés sur le tas. Vous prenez un maçon ou un menuisier qui vous fait un meuble penché, qui ne le voit pas, un carreleur qui vous pose des carreaux, bref, qui ne sont pas bien posés, il ne le voit pas parce qu'il n'a pas eu cette formation. Donc, le premier enjeu, c'est comment on renforce les capacités techniques, donc les compétences de ceux qui sont dans l'informel. Et le Rwanda a développé un exemple intéressant que j'ai visité. On crée des centres de formation et des centres d'accès à des infrastructures. Exemple tout simple, un tailleur qui n'a pas de machine pour faire ses coupes se rend dans ce centre, paye une somme modique et a accès à cette machine pour faire ses découpes. Et en plus de ça, on profite pour lui dire, si tu veux bénéficier demain, paie un abonnement, fais-toi répertorier pour qu'on puisse te donner accès à un certain nombre de services. Un mécanicien qui n'a pas un banc électronique pour identifier la panne sur un véhicule peut aller dans ce centre, amener le véhicule, faire le test et repartir. Et on lui dit, tiens, si tu veux bénéficier de cette table électronique, paie une somme modique et tu reviens, ou tu adhères à la coopérative et tu reviens. Donc, la formation est essentielle et on peut l'organiser parce que malheureusement, les acteurs de l'informel n'ont pas souvent les moyens d'investir dans des formations qualifiantes. Et donc, le fait de proposer des centres de formation qui favorisent le développement des compétences peut être une réponse. Deuxième volet, c'est le volet financier. Évidemment, ceux qui sont dans cette économie ont peu accès au système financier traditionnel. Après, il y a la microfinance qui parfois trouve des mécanismes pour financer, mais surtout aujourd'hui, on voit que la technologie, donc le digital, permet à cette population d'entrepreneurs de bénéficier de financement. Et j'ai vu des exemples en Afrique du Sud ou des exemples au Kenya où même si l'entreprise n'est pas répertoriée, n'est pas identifiée, n'a pas d'extrait de registre du commerce, parce qu'elle accepte de faire passer ses paiements par une plateforme digitale, l'intelligence artificielle permet de regarder quelle est la dynamique économique de son business, de voir son niveau d'encaissement, de voir en réalité comment son système financier fonctionne. Et le système, automatiquement, à un moment donné, lui accorde un crédit sans même avoir rencontré l'entrepreneur, rien que par le digital. Et j'ai rencontré 2 entreprises en Afrique du Sud l'année dernière lorsqu'on organisait le forum de PME. Et à ces 2 entreprises, chacune avait réussi à financer plus de 500 millions de dollars à des entreprises qui sont des petites entreprises, parfois qui ne sont même pas répertoriées, grâce à l'intelligence artificielle. Le troisième élément, c'est quand même que c'est un secteur qui n'est pas très productif. De manière générale, on constate quand même que nos entreprises, souvent, manquent de compétitivité pour plusieurs raisons. Le coût des facteurs, la question de compétences, la question d'accès au financement. Et donc, si on veut que ce secteur se réapproprie l'économie africaine, parce que c'est ça l'enjeu, comment on développe un continent si les entrepreneurs du continent ne sont pas ceux du continent? Donc, dans les secteurs clés, on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment d'Africains dans ces secteurs.
Or, des entrepreneurs de ce secteur, primo-économie ou économie populaire, certains sont dans des secteurs qui peuvent être des secteurs parfaitement concurrentiels, compétitifs, où ils peuvent concurrencer des grands acteurs. Et donc, si on veut rendre ces acteurs plus compétitifs, qu'ils puissent se développer plus rapidement, qu'ils puissent offrir plus d'emplois, puissent challenger des multinationales ou des grosses entreprises dans ces domaines, il faut qu'on soit capable donc de leur donner des éléments pour améliorer leur compétitivité. Et parmi ces éléments, nous avons parlé bien sûr de formation, nous avons parlé de financement, mais nous pouvons parler aussi de chaîne de valeur. Pendant cette période Covid, on n'a jamais autant parlé de réappropriation de l'économie africaine par les Africains. On n'a jamais parlé autant de la nécessité de consommer local. On n'a jamais autant parlé de faire de la régionalisation des économies pour favoriser justement des gains non seulement de compétitivité, mais aussi amoindrir des coûts de distribution. Si vous produisez dans un village du Sénégal, que vous distribuez à Dakar ou dans un village de Côte d'Ivoire, vous distribuez à Abidjan, il me semble qu'avec un minimum d'infrastructures, vous avez accès à vos marchés plus facilement que d'aller, je sais pas, au Maroc ou exporter en France, etc. Donc, l'économie domestique devient une priorité. Et donc, pour favoriser aussi le développement, l'acquisition d'expertise, d'amélioration de la compétitivité de ces acteurs économiques, on peut parfaitement les insérer dans des chaînes de valeur. Exemple très simple. Si on prend une chaîne de valeur dans le secteur agricole, où on dit, en Côte d'Ivoire par exemple, le cacao par exemple, nous allons, et c'est d'ailleurs une des ambitions du gouvernement, ou même la noix de cajou, nous allons devenir un des gros acteurs de production de chocolat, admettons, ou Sénégal, un des gros acteurs de production d'huile d'arachide, etc. Donc, prenons le cacao, ça veut dire simplement que certains acteurs qui sont dans cette primo-économie, qui sont par exemple dans la chaîne logistique, qui sont dans la chaîne d'approvisionnement, qui sont dans la chaîne de récolte, qui sont dans la chaîne de pré-transformation, qui sont dans la chaîne de distribution finale, etc., etc., aussi bien des gens qui sont dans des filières connexes, ou même des startups qui sont dans des filières qui peuvent intégrer ces chaînes de valeur, vous commencez à donner à des acteurs économiques la capacité d'accéder à des marchés différents. Et surtout, quand vous organisez l'accès à ces marchés, ça veut dire que vous leur donnez des instruments comme de la formation, de l'expertise, parce qu'il y a aussi la qualité de service que ces acteurs doivent pouvoir rendre. Et on le voit avec des clients, avec des grosses entreprises qui acceptent parfois de former des petites entreprises, des PME, pour qu'elles soient aptes à délivrer le service qu'elles attendent de ces petites entreprises. Donc, de la même manière, quand on va mettre certains des acteurs de cette économie populaire ou cette primo-économie dans les chaînes de valeur, quelles qu'elles soient industrielles, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient dans la santé, qu'elles soient dans la construction, le bâtiment, etc., vous allez voir que nous allons transformer ce secteur beaucoup plus vite. Elle va gagner en productivité, en compétitivité. Et je donne l'exemple de l'immobilier. Regardez les chantiers d'infrastructures en Afrique. Regardez le parc immobilier, comment il se développe aujourd'hui en Afrique. On ne peut pas me dire que lorsqu'on confie un gros chantier à un gros acteur marocain, turc ou sud-africain ou chinois, on ne peut pas insérer dans la chaîne de construction de ces programmes immobiliers des petites entreprises qui sont dans ce secteur populaire ou de cette primo-économie. Les menuisiers que vous voyez au bord des routes, on peut parfaitement insérer ces menuisiers dans ces gros chantiers parce que c'est eux qui vont faire les meubles, qui vont faire les portes, on va leur donner des outils, on va les former, on va les financer, etc. Donc, le troisième volet, c'est ça. Je me disais probablement qu'on peut améliorer la compétitivité de ces acteurs qui aujourd'hui en manquent cruellement, une façon de mieux les intégrer dans les circuits économiques et en faire les champions de demain. Et naturellement, tout ce dont on parle, c'est-à-dire de fragilité, de fragilité sociale, parce que les acteurs qui sont là-bas n'ont pas l'assurance, donc sont à la merci de la moindre crise, etc. On peut arriver à régler progressivement, mieux sécuriser en fait la vie de ces acteurs. Merci beaucoup Didier. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à trouver qu'il y a là énormément de contributions très enrichissantes, très concrètes, avec des exemples sectoriels et aussi de pays où des efforts concrets sont faits. Et la question que je vais poser
à M. Ndiaye et à Mme Gabala, c'est qui doit faire ça? Parce qu'on doit insérer ces petits acteurs dans les chaînes de valeur, on doit créer des centres de formation un peu sectoriels pour les menuisiers, pour certaines activités, comme sur l'exemple rwandais, par exemple. Ça pose quand même, me semble-t-il, la question des politiques publiques. On revient au rôle fondamental de l'État. Mais est-ce que j'ai raison de le penser ou est-ce qu'il y a aussi un rôle très important d'autres acteurs non étatiques pour cette stimulation de l'économie populaire? Monsieur Ndiaye, je commence par vous, votre réaction. En fait, juste avant qu'il ne réponde, j'ai des exemples précis d'acteurs publics et privés qui les ont faits. Donc, il y a déjà des modèles qui tournent. Très bien, on va y revenir, Didier. Monsieur Ndiaye, Ousmane. Merci Gilles. Je pense que c'est une question importante qui doit le faire. Je pense que c'est d'abord, comme disait Mme Gabala tout à l'heure, c'est de la responsabilité de l'État. Que l'État apprenne à travailler avec la petite entreprise. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut aller vers une co-construction d'un nouveau modèle de développement d'un tissu économique capable de porter justement l'activité de création de richesse dans nos pays. Si je reprends la réflexion de Didier très rapidement, sur laquelle je suis tout à fait aligné, que la formation elle est prioritaire, je mettrai à côté de la formation le renforcement des capacités organisationnelles des acteurs du secteur informel. Un groupe de menuisiers organisé autour d'une société de coopérative, mais s'il est renforcé, formé et assisté, mais peut avoir un accès au marché public, peut avoir un accès, par exemple, à des contrats de sous-traitance. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais je pense également, dans cette dynamique, j'insiste sur le partenariat État-secteur privé pour construire le modèle. Je rebondis également sur la deuxième idée de Didier que je trouve fantastique. Il faut développer les chaînes de valeur. Le développement des chaînes de valeur va systématiquement passer certainement par la structuration, la bonne structuration des filières. Je donne un exemple. Depuis très longtemps, sur la filière céréalière, notamment riz au Sénégal, on assistait à une mévente totale du riz produit localement. Aujourd'hui, cette question, elle est derrière nous. Il n'y a plus de mévente du riz local parce que simplement, il y a eu un partenariat public-privé qui a donné lieu à un accord où des distributeurs professionnels et des importateurs se sont impliqués et se sont engagés à racheter systématiquement toute la production, et ça a permis à d'autres Sénégalais de s'installer dans le segment de la transformation. Une dernière idée qui me paraît absolument nécessaire. Vous voyez, nos pays ont ceci de presque commun. L'essentiel des activités sont concentrées dans les capitales ou dans les grands centres urbains. C'est le cas de Dakar, c'est le cas d'Abidjan, c'est le cas de Cotonou, etc. Je pense également qu'il faut pousser la réflexion vers la viabilisation de nos territoires à l'intérieur du pays. Cela me paraît fondamental de recevoir des activités à 200 km de Dakar, dans un territoire où il n'a presque pas accès à une connexion Internet de qualité. Des incitations à donner, n'est-ce pas, dans le cadre d'une stratégie, on va dire, de développement de l'investissement domestique, pour que les gens acceptent de s'installer progressivement dans les territoires, mais des territoires viabilisés, où les gens peuvent accéder à des parcs de production, ou peuvent accéder à des espaces de production qui sont aménagés, etc., etc. Le dernier point que je voudrais évoquer, à côté de la viabilisation des territoires, c'est également réfléchir sur une réduction drastique du coût du financement. L'argent coûte cher dans nos pays. Et si nous sommes dans le cadre d'une économie mondialisée, si nous voulons compétir ou si nous voulons nous insérer à terme dans les chaînes logistiques mondiales, il va falloir que les conditions d'accès au financement soient revues et facilitées. Et c'est ça qui permettra à nos commerçants de pouvoir également passer des territoires. Mais en somme, pour conclure mon propos sur votre question, je pense que c'est au prix d'un partenariat public-privé que nous arriverons à co-construire un environnement propice au développement de la petite et moyenne entreprise.
Merci beaucoup, Monsieur Ndia. Il y a eu quelques petites coupures, mais je pense qu'on a tous saisi tous les points essentiels que vous avez soulignés, y compris l'idée de la co-construction entre le public et le privé. Madame Gabala, je vais aussi vous demander peut-être de parler de la question de confiance, parce qu'il y a un exemple là qui a été donné par M. Ndiaye sur des menuisiers qui pourraient se regrouper. Et cela est vrai pour tous les secteurs, mais même dans l'économie classique, le secteur privé formel. On a dans beaucoup de pays, à des degrés différents, une très grande difficulté à avoir des acteurs du même secteur se mettre ensemble. Tout simplement parce qu'il y a des considérations personnelles, il y a des problèmes de confiance. Enfin, est-ce que ça aussi, est-ce que c'est anecdotique ou c'est quand même une partie du problème? Une grande difficulté que nous avons peut-être à travailler ensemble, à coopérer ensemble pour être plus fort, pour aussi créer plus de richesse. Madame Gabala. Merci. Je pense que quand un artisan ou un micro-entrepreneur ressent le besoin de collaborer avec les autres, il le fait. Mais il faut qu'il en ressente les besoins. Et il faut qu'il ait accès, comme on dit, au marché. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les coopératives. Former une coopérative juste pour une coopérative, ça ne marchera pas. Il faut quelque chose qui les incite à se mettre en coopérative. Je voulais revenir un peu sur ce que Didier a dit et dire que je suis à 100% d'accord avec l'aspect d'améliorer les compétences des micro-entrepreneurs dans les services, dans la mini-industrie, c'est crucial. C'est même crucial pour la santé des populations. Mais avant cela, je pense qu'on parle de Covid-19, on parle de Covid-19 et de l'après-crise. Et quand on parle de l'après-crise, ça veut dire que ce qu'on faisait avant, il faut qu'on le repense et qu'on le fasse peut-être autrement. Aujourd'hui, à mon humble avis, les acteurs dans le secteur de l'économie populaire ont besoin d'être encadrés pour apprendre à repenser et à organiser leurs entreprises. Pour moi, c'est primordial. Il faut qu'ils repensent leurs entreprises. Je disais tout à l'heure, les métiers vont changer, le personnel, ça va changer. Mais si on ne les aide pas à faire ça, on va les encourager à continuer à faire comme avant et puis on ne les aidera pas forcément à rentrer dans la durabilité. Et qui doit faire ça? À mon avis, c'est le rôle de l'État. C'est une grande crise. Il faut aider les entrepreneurs à comprendre les enjeux de l'économie qui vient pour pouvoir les aider à le faire. Maintenant, qui doit faire quoi? Moi, je pense que dans des États comme les nôtres, l'État a un rôle prépondérant à jouer. Mais son rôle, c'est un rôle de guide et d'orientation. Je donne juste un exemple terre à terre. Quand l'État ouvre les portes, le secteur privé s'engage. Mais si l'État n'ouvre pas les portes pour montrer un secteur attrayant, le secteur privé ne s'engagera pas. Donc, l'État a un rôle ici à jouer et pour moi, c'est très important. Je voudrais attirer notre attention, en tout cas sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que devant le manque d'emploi, nous avons beaucoup de diplômés et de jeunes diplômés qui s'investissent dans l'économie populaire. Et pour moi, c'est bien ainsi, qui créent des entreprises, qui innovent, etc., c'est bien. Mais il faut valoriser ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que le rôle de l'État, c'est de les encadrer pour leur permettre d'éclore et de pouvoir, comment est-ce qu'on peut dire ça, de pouvoir s'épanouir. Donc, le rôle de l'État, c'est déjà de donner de la valeur à ce secteur, qui, à mon avis, est trop négligé alors qu'il représente 80% de notre économie. Et ensuite, c'est de donner des orientations, d'ouvrir les portes, de poser les infrastructures pour que le secteur privé puisse s'engager. Il n'y aura pas un développement de ce secteur sans une synergie entre secteur privé et secteur public. Maintenant, au niveau des acteurs eux-mêmes, je pense que devant un marché, s'ils sont amenés à se joindre, ne serait-ce que pour pouvoir participer au marché, ils le feront. Je suis dans un réseau d'entrepreneurs béninois, togolais, maliens, etc.
Mais quand il y en a un qui a un marché qui ne peut pas le réaliser tout seul, il fait appel aux autres. Donc, il ne faut pas croire qu'ils aiment bien travailler en vase clos. Ils ont besoin d'avoir un intérêt commun, une cible commune pour pouvoir se joindre. Voilà. Voici ma contribution. Merci beaucoup, Madame la sénateur. Et je crois que je vais passer à Madji. On va être en retard. Hein. Mais je crois que le débat est suffisamment intéressant pour le prolonger un tout petit peu. Je vais passer la parole à Madji déjà pour recueillir peut-être des questions et relayer des questions des participants. Et j'espère qu'on aura quand même l'occasion de redonner la parole pour vraiment des mots-clés pour partir avec des idées fortes à la fin de cette discussion. Madji. Merci beaucoup, Gilles. Vraiment une conversation pertinente et je vois des pistes de solutions qui se dégagent. Donc, je pense que cette dernière question serait importante pour nous permettre de dire qu'est-ce qu'on fait de très concret pour pouvoir réaliser toutes ces initiatives. Et donc, ça m'emmène peut-être à une des questions qui a été posée par un des participants. C'est qu'est-ce qui nous empêche ou quelles sont les contraintes ou les barrières pour mettre en place une institution financière. Dans ce cas, c'est une banque qui a été proposée qui soit dédiée au secteur informel. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative pertinente? Est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà testé dans d'autres pays? Et qu'il faudrait mettre en œuvre dans la sous-région. Je peux peut-être me hasarder à répondre. S'il vous plaît. Pour dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent déjà et je pense que quelque part, la microfinance est venue pallier à cela. Mais aujourd'hui, la législation a même évolué. On ne parle plus de microfinance, on parle de secteur financier décentralisé. Ça veut dire que vous avez des institutions financières qui sont créées et qui peuvent aider les entrepreneurs jusqu'à 100 millions, parfois 200 millions, qui vont au-delà de ce que pouvait faire la microfinance. Donc, ce sont des institutions qui existent déjà. Il faut pouvoir les trouver. Ensuite, il y a des initiatives externes qui existent. Mais la microfinance a eu du succès parce qu'elle venait aider à financer l'économie populaire, qui était l'économie qui faisait vivre la majorité. Donc, je dirais que ça existe. Des établissements financiers, ça existe. Rien n'empêche. Aujourd'hui, avec les structures, les services financiers décentralisés, rien n'empêche de créer un établissement financier qui va s'adresser à ce secteur-là, donc qui est différent d'une banque, qui est un établissement financier qui s'adresse à cela. Il n'y a pas de... À mon humble avis, et pour avoir travaillé dans ce secteur pendant plus de 20 ans, il n'y a pas de barrière, je dirais, particulière. La seule barrière, en fait, la contrainte, c'est que celui qui crée cette institution doit bien comprendre le fonctionnement de l'économie populaire et ne doit pas faire simplement du financement, il doit faire aussi de l'accompagnement. Voilà comment est-ce qu'il peut réussir. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je me tourne vers Ousmane. Je sais que au niveau de l'UNACOA, vous réfléchissez également à certaines de ces initiatives. C'est quoi le premier pas concret? Qu'est-ce qu'on fait, comme je dis, qu'est-ce qu'on fait lundi? Si on veut commencer à mettre en œuvre toutes ces initiatives, tu t'es réveillé 9 heures, un bon café, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu suggères à Wati? Qu'est-ce que tu suggères à Dalbert? Qu'est-ce que tu suggères à Madame le sénateur? Les acteurs qui sont autour de nous. Concrètement, lundi matin, qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en marche? Idéalement, Madji, si nous arrivons à faire comprendre au gouvernement l'urgence et la nécessité, dans ce contexte de relance, de mettre à la disposition du secteur dit informel, non pas les moyens de créer une banque, mais des fonds de garantie, ce que j'appelle moi des fonds de garantie sectoriels, ça permettrait tout de suite de leur donner l'occasion de rebondir en termes d'approvisionnement, de rétablir les chaînes d'approvisionnement et de pouvoir retrouver leurs activités. Moi, j'ai eu l'occasion de proposer ça au ministre de l'économie et de la coopération ici au Sénégal dans le cadre des concertations que nous avons eues. L'une des difficultés majeures que les tabliers, les petits commerçants, les artisans, les chauffeurs, les femmes transformatrices
de poissons fumés et de poissons séchés, etc. Leur grande difficulté, c'est de mobiliser la garantie qui leur est demandée, soit par le système de microfinance, soit par le système bancaire, pour accéder aux ressources dont ils ont besoin pour retrouver leur productivité et retrouver leurs activités. Donc, en termes d'urgence, moi, je milite en faveur de la mise en place de fonds de garantie. Et pour le cas du Sénégal, nous avons une expérience intéressante, mais qu'il va falloir rapidement renforcer parce qu'il a montré ses limites. C'est le fonds MAGI, que vous connaissez déjà, qui est le fonds de garantie des investissements prioritaires, mais qui aujourd'hui n'a pas les moyens de faire face à la forte demande de garanties qui sont exprimées par les différentes filières d'activité, commerce, agriculture, artisanat, etc. Merci beaucoup, Ousmane. Et Didier, tout à l'heure, quand tu as parlé d'intelligence artificielle, tu as vraiment retenu mon attention. Je pense que c'est souvent on se dit il y a des outils et des acteurs ou des groupes qui ne vont pas ensemble. Je pense que tu as fait basculer tout cela. On ne se dit pas intelligence artificielle et économie populaire ou secteur informel. Tu peux nous en dire plus? Comment est-ce qu'on rend tout cela effectif? Comment est-ce qu'on avance pour mettre ces deux mondes ensemble de manière à réaliser les suggestions que tu as faites plus tôt? En fait, ces deux mondes fonctionnent déjà sans le savoir. Pendant la crise, lorsque Mme Gabala parlait de certaines petites entreprises qui ont eu à s'adapter, des restaurateurs, des petits restaurants au maquis qui ont fermé, mais qui arrivaient à livrer leurs clients chez eux parce qu'ils avaient leur numéro de téléphone ou ils avaient une petite appli rapide développée par un gars du coin. En réalité, ils utilisent déjà un peu l'intelligence artificielle. Mais pour aller plus loin, c'est que sur la question d'accès au financement aujourd'hui, vous devez arriver à modéliser les profils de vos clients ou de vos emprunteurs. C'est valable pour vous qui utilisez des téléphones portables. Vous êtes chez un opérateur, de temps à autre, on va vous dire, vous êtes en panne de crédit, on vous fait crédit de 500 francs que vous remboursez lors du prochain rechargement ou peut-être de 5 000 francs ou de 10 000 francs. Quand vous allez sur une plateforme, vous allez voir un écran s'afficher, on va dire, tiens, tu cherchais cette chaise ou tu cherchais ben voilà, on te l'apporte. Donc, en réalité, ces acteurs sont déjà dans le monde de demain parce qu'ils ont un outil qui est extraordinaire, c'est le téléphone. Donc, c'est le digital, sauf qu'ils ne l'utilisent pas. Et je donnais un exemple à un artisan qui fait des meubles et qui me dit, pendant la période Covid, écoutez, voilà, mes clients ont disparu, moi-même, je suis chez moi. Je dis, bah, c'est très simple. Vos clients, vous avez leur numéro de téléphone. En réalité, demandez-leur simplement ce qu'ils veulent. Essayez de prendre des modèles de meubles que vous fabriquez ou que vous pouvez leur fabriquer. Envoyez-leur et dites, je peux vous le fabriquer en 3 ou 4 jours. Vous pouvez me payer même par mobile money. Vous n'avez pas besoin de les voir. Il m'a dit, ah, bien sûr. Et puis il dit, ah bah oui, j'ai essayé. Certains ont réagi. Et de la même manière que je dis pour le client, vous pouvez le faire avec l'institution financière. Notamment aujourd'hui, vous voyez que les opérateurs de téléphonie mobile créent des banques, font de la digitalisation financière. Et en réalité, l'intelligence artificielle est déjà là, sauf que les gens pensent que c'est un gros mot et ne savent pas l'utiliser. Les acteurs de l'économie populaire ou primo-économie ne sont pas moins intelligents, ne sont pas moins réactifs que les entrepreneurs qui sont, en guillemets, qui déclarent les impôts, font les comptes, etc. C'est le secteur d'ailleurs le plus agile et le plus réactif. Et d'ailleurs en management, parfois dans certaines interventions, quand on moque le secteur informel en Afrique, je dis non, attendez, regardez les législations du travail que vous essayez d'imposer aux États-Unis ou même en France dernièrement ou dans les pays européens, en mettant de la flexibilité. Je ne parle pas de précarisation, mais je dis simplement, dans les modèles managériaux, finalement, on se rend compte qu'on apprend beaucoup plus des pays africains et notamment du style de management de ces acteurs qui sont dans l'économie populaire, qui s'adaptent en réalité à l'offre et la demande presque de manière instantanée, qui réajustent leur business très rapidement, mais avec simplement la précarité qui caractérise leur business et ceux qui travaillent dans ce domaine. Donc, en réalité, on peut s'inspirer de ce secteur pour apprendre des choses et pour développer notre économie. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire comment on fait la bascule
en disant en réalité, cette économie qui nourrit 70 à 80% de ceux qui travaillent en Afrique, qui paient les études de leurs enfants avec ça, qui nourrissent leur famille avec ça, c'est pour ça que je dis primo-économie, parce que c'est la première économie, il suffit simplement qu'on arrive à leur donner des instruments qui facilitent leur développement, ces instruments financiers, de capacity building, d'accompagnement, d'intégration dans les chaînes de valeur. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui répond déjà à ces enjeux. Il suffit simplement de leur dire, vous pouvez bénéficier de ça et de ça parce qu'on vous connaît, parce qu'on les connaît, on connaît vos habitudes, on sait ce que vous faites, ou on peut savoir ce que vous faites, ou vous voulez faire, et nous allons vous faciliter la vie. Vous pouvez même souscrire à une police d'assurance pour vous-même, pour 100 francs CFA par mois, ou pour votre employé, pour 200 francs CFA par mois. Donc, on invente des modèles à travers l'intelligence artificielle, à travers l'information, qui révolutionne complètement ce secteur, qui est le secteur qui fait vivre l'Afrique. Et qu'on le veuille ou non, c'est ce secteur de l'économie populaire, cette primée économie qui fait vivre l'Afrique. Et simplement, il faut arrêter les discours des bailleurs de fonds. Eux-mêmes, ils en sont revenus. Parce que l'idée, c'était formaliser ce secteur. Vraiment, on ne peut pas, vous ne pouvez pas. Mais, on dit, mais pas du tout. C'est ça l'amortisseur social. Et c'est ça qui fait vivre les familles. Comment on l'articule pour lui donner plus d'amplitude et un phénomène d'accélération en termes de croissance. Et je crois que toutes les idées que mes collègues, que les copanélistes ont émises sont autant de pistes qu'on peut explorer pour changer d'abord de narratif et faire de ce secteur le secteur de croissance, le véritable secteur de croissance économique de l'Afrique. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose sur ce que Didier a dit tout à l'heure? Et je pense que ça me permet d'appuyer ce qu'il a dit en disant, et je le dis souvent, nous n'avons personne à rattraper. On ne peut pas développer le continent comme s'est développé l'Europe. On est obligé de s'adapter et de trouver des solutions idoines qui s'adaptent à l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, ça, c'est impératif pour tous, aussi bien pour le secteur privé, aussi bien pour le secteur public. Et je pense que si nous avons ça en tête, on pourra facilement trouver les solutions à nos problèmes, disons aux problèmes du secteur informel que nous avons ici. Nous allons mieux le valoriser et nous allons l'aider à avancer. Parce que dans l'esprit, c'est toujours essayer de faire comme c'est ailleurs, mais ce n'est pas la même chose. Le niveau d'éducation n'est pas le même. L'esprit entrepreneurial n'est pas le même. Les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, merci à la COVID, créons cette économie, donnons-lui tout le poids qu'il doit avoir et aidons cette économie à s'épanouir. Je veux juste prendre l'exemple de la microfinance. La microfinance n'est pas née en Europe. Elle est née du besoin de s'adapter au financement du secteur informel. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour le développement de ce secteur-là? C'est vraiment la grande question que je voudrais nous poser. Merci infiniment. Alors, on vous a déjà pris 10 minutes de plus que prévu et on voulait vraiment vous remercier. Je pense qu'il y a déjà beaucoup d'idées, de solutions et de pistes qui ont été partagées. Donc, je ne vais pas vous faire l'épreuve de dire vos dernières recommandations, elles ont déjà été mises sur la table. Mais en tout cas, pour nous, avec Dalberg et Wati, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut nous engager, appuyer par rapport à ces solutions en travaillant avec vous. Donc, on vous reviendra. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'idées et de suggestions que les participants plutôt ont partagées et qu'on essaiera également d'intégrer dans nos réflexions. Gilles, un dernier mot avant qu'on ne clôture? Mais en tout cas, merci aux panélistes. Vous avez été vraiment magnifiques et on est en train de repenser le secteur autrement. Non, absolument. Merci. Je dis exactement la même chose. C'était très enrichissant et je pense que les participants aussi auront apprécié. Je vais terminer en remerciant justement tous les participants. Je crois qu'il y avait presque 100 personnes à un moment donné qui nous suivaient sur Zoom et d'autres sur Facebook. Donc, merci pour votre intérêt. Je souligne, je vois juste parmi les derniers commentaires
celui de Chegué du rapport alternatif sur l'Afrique, qui est une initiative qui essaie justement aussi d'avoir de nouveaux concepts et qui proposait le terme d'économie immédiate ou d'économie frugale. Il faudra ajouter, je pense, dans la palette l'économie populaire que nous avons évoquée cet après-midi. Et je salue aussi Roch Nepo qui dit en somme trêve de mimétisme et de paresse intellectuelle. Je crois que ça, c'est… Un dernier mot avant de… Oui. Oui, Madji? Non, ce n'était pas moi. C'était pas moi. On peut conclure et se souhaiter une bonne soirée. Ben, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À bientôt. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.